Le 25 juillet 1944, 9h38 du matin, Normandie. Le général-lieutenant Fritz Biolin, commandant de la division d'élite Panzer, se tient dans son bunker de commandement, regardant l'horloge. 6 semaines de combats incessants depuis le débarquement des Alliés. Sa division, la meilleure division blindée d'entraînement de la Wehrmacht, tient toujours ses positions. L'artillerie américaine vient de se taire après des semaines de tirs de harcèlement incessants. Le silence. Étrange. Étrangement suspect. Dans 60 secondes, Biolin comprendra que ce silence était la dernière chose que ses soldats entendraient avant que la terre ne se transforme en enfer. Mais clarifions une chose avant que les manuels d'histoire ne sèchent l'encre sur ce chapitre. Ce qui s'est passé au cours des minutes suivantes n'était pas seulement un tir d'artillerie. Ce n'était pas seulement un bombardement. C'était l'anéantissement mathématique d'une division entière. C'était la révolution industrielle appliquée au meurtre. C'était le moment où la tradition militaire allemande, des siècles de génie tactique, la discipline prussienne, les meilleurs chars du monde, se sont heurtés à quelque chose qu'ils ne pouvaient physiquement pas comprendre. Comment peut-on perdre 70% de ses soldats en une seule journée ? Comment transformer un champ de bataille en surface lunaire en 60 secondes ? Comment briser l'esprit de vétérans du front de l'Est qui ont survécu à Stalingrad ? Aujourd'hui, nous n'examinons pas seulement une bataille, nous effectuons un audit judiciaire de la méthode d'artillerie la plus destructrice de l'histoire de la guerre. Voici l'histoire de la technique du temps sur objectif, de la frappe synchronisée. Et voici le verdict que l'industrie américaine a rendu à l'armée allemande. Clou numéro 1, le piège de la supériorité, ou pourquoi la meilleure armée du monde est devenue aveugle. Pour comprendre pourquoi Biolin et ses soldats étaient condamnés, nous devons remonter de quelques années et examiner une erreur fatale. L'armée allemande en 1944 était toujours la machine militaire la plus professionnelle de la planète. Ils avaient inventé la Blitzkrieg, conquis la France en 6 semaines, atteint Moscou. Leur tactique, leur discipline, leur corps d'officiers, tout cela était considéré comme l'étalon or. Et c'est là que commence le problème. Quand vous êtes le meilleur, vous cessez d'apprendre. Quand vous gagnez, vous pensez connaître toutes les réponses. La doctrine d'artillerie allemande avait été perfectionnée pendant des décennies. Le concept de Schwerpunkt, la concentration du feu au point décisif, des frappes rapides et précises, une coordination étroite entre les observateurs avancés et les batteries. Cela avait fonctionné en Pologne, cela avait fonctionné en France, cela avait fonctionné en Russie. Lorsque le renseignement allemand a reçu les premiers rapports sur les méthodes d'artillerie américaine en Afrique du Nord, savez-vous ce qu'ils ont fait ? Ils les ont ignorés. Le col de Kasserine, février 1943. L'artillerie américaine avait vraiment échoué là-bas. Les batteries dispersées ne pouvaient pas coordonner leurs tirs. Les Allemands ont écrasé les Américains, et les officiers allemands ont tiré leurs conclusions. Les Américains sont des amateurs avec du bon équipement. C'était le premier clou, non pas dans le cercueil des Américains, dans le cercueil de l'arrogance allemande, car les Américains faisaient quelque chose que les Allemands n'ont jamais su bien faire. Ils apprenaient, s'adaptaient et appliquaient à la guerre ce dans quoi ils étaient de véritables maîtres, la gestion industrielle. Clou numéro 2. L'usine de la mort. 4 innovations qui ont tout changé. Pendant que les Allemands célébraient leur victoire à Kasserine, une révolution silencieuse se déroulait à Fort Sill en Oklahoma. Depuis les années 30 du XXe siècle, un groupe d'officiers dirigé par les majors Carlos Brewer et Orlando Ward développait quelque chose de totalement nouveau. Ils ont posé une question simple. Et si nous cessions de penser à l'artillerie comme à des batteries séparées et commencions à y penser comme à un système ? Cela semble simple, mais cela a tout changé. Innovation numéro 1, le centre de direction de tir. Imaginez un cerveau. Pas un seul officier avec des jumelles et une carte, mais tout un centre de calcul. Du personnel formé, des tables de tir, des règles à calcul logarithmique, des tables graphiques de dessin. Ce centre pouvait calculer des solutions de tir pour des dizaines de batteries simultanément. Les observateurs avancés allemands travaillaient avec 1 ou 2 batteries. Un observateur américain pouvait appeler le feu de tout un corps d'armée. Innovation numéro 2, les communications. Les Américains posaient des câbles téléphoniques avec une obsession maniaque. Une seule division d'infanterie pouvait poser 5000 km de câbles en un mois de combat, plus des radios SCR 610 avec une portée fiable de 8 km. Redondance, redondance,
redondance. Lorsque les communications allemandes se coupaient, et elles se coupaient constamment, le commandement perdait le contrôle. Lorsque les communications américaines se coupaient, ils avaient une ligne de secours. Et une autre. Et une autre. Innovation numéro 3, la standardisation. C'est d'une importance critique. Chaque obus de 105 mm produit dans une usine en Pennsylvanie avait des caractéristiques balistiques identiques à un obus de Californie. Chaque obusier des paramètres identiques. Les munitions allemandes jusqu'en 1944 étaient produites par du travail d'esclaves dans des ateliers dispersés. La qualité était variable, le sabotage était répandu. Dans un cas documenté près d'Anzio, 70% des obus allemands de 170 mm étaient des ratés. Les Américains pouvaient calculer la trajectoire avec une précision à la seconde près. Les Allemands devaient se recalibrer à chaque nouveau lot d'obus. Et innovation numéro 4, la technique du temps sur objectif elle-même. Voici comment cela fonctionne. Disons que vous avez 20 batteries à des distances de 5 à 25 km de la cible. Un obus de 105 mm vole pendant 23 secondes. Un obus de 155 mm d'une plus grande distance, 31 secondes. Un obus de 240 mm, encore plus longtemps. Vous calculez le temps de vol pour chaque batterie. Vous donnez l'ordre d'ouvrir le feu dans l'ordre inverse, les plus éloignés d'abord, puis les plus proches. Et tous les obus, des centaines d'obus, arrivent sur la cible en 1 seconde. Pas 1 minute, 1 seconde. Clou numéro 3. Les mathématiques de l'anéantissement. Pourquoi 1 seconde change tout? Décomposons la psychologie. L'armée des États-Unis a mené une étude appelée « Réaction des troupes et séquençage des attitudes » dans les années 70 du XXe siècle. Ils ont mesuré la rapidité avec laquelle les soldats réagissent aux tirs d'artillerie. Au moment de la première explosion, 58% sont debout, 33% sont couchés avec une couverture, 9% sont simplement couchés. Après 2 secondes, seulement 29% sont encore debout. La majorité est déjà à couvert. Après 8 secondes, 100% à couvert. Comprenez-vous ce que cela signifie? Un tir d'artillerie traditionnel est un avertissement. Le premier obus tombe, les soldats cherchent un abri. Les obus restants tombent sur des positions vides. Le temps sur objectif est une exécution sans avertissement. Il n'y a pas de premier obus. Il n'y a que tous les obus en même temps. Lorsque 58% de vos soldats sont encore debout à pleine hauteur, les pertes d'un bombardement traditionnel chutent de 66% après les premières secondes. Avec le temps sur objectif, il n'y a rien à réduire. Toutes les pertes se produisent dans la première seconde. Clou numéro 4. Opération Cobra, le jour où la Terre est devenue la Lune. Le 25 juillet 1944, le général Omar Bradley a concentré le plus grand groupement d'artillerie que l'armée américaine ait jamais rassemblé en Europe. 1100 canons, des obusiers de 105 mm aux monstres de 240 mm. 522 canons rien que du 7e et du 8e corps. 170 000 obus alloués à l'opération. 140 000 pour le 7e corps, 27 000 pour le 8e. Objectif, un rectangle de 6,5 km de largeur et 2,3 km de profondeur au sud de la route Saint-Lô-Perrier. À l'intérieur de ce rectangle, la division Panzerlehr et des éléments de la 5e division de parachutistes. Environ 5000 soldats sur des positions fortifiées. D'abord vient le bombardement en tapis. 1500 bombardiers lourds, B-17 et B-24, larguent 3300 tonnes de bombes, 60 000 bombes incendiaires sur 12 km, 5000 bombes par kilomètre carré. Puis l'artillerie, à 9h38, temps sur objectif. Voici comment Biolin lui-même l'a décrit. Les bombardiers arrivaient comme sur une chaîne de production, des tapis de bombes tombés d'avant en arrière. Les positions d'artillerie ont été détruites, les chars renversés et enterrés, les positions d'infanterie rasées, toutes les routes et chemins détruits. À midi, toute la zone ressemblait à un paysage lunaire. Les cratères se touchaient sur les bords. Toutes les communications ont été coupées. Aucun commandement n'était possible. Et puis la phrase qui entrera dans l'histoire. L'effet de choc sur les troupes était indescriptible. Plusieurs de mes hommes sont devenus fous et couraient à découvert jusqu'à ce qu'ils soient fauchés par des éclats. Plus de 70% de mes soldats ont été tués, blessés, sont devenus fous ou ont subi un choc d'artillerie. La division Panzerlehr, l'élite de la Wehrmacht, des vétérans qui avaient survécu à l'Afrique et au front de l'Est,
a cessé d'exister en tant qu'unité de combat en une seule journée. Au début de l'opération, ils avaient 2200 soldats prêts au combat et 45 véhicules blindés. Après le temps sur objectif, Bioline a rapporté que la division avait été définitivement anéantie. Clou numéro 5. Mortain, quand le temps sur objectif est devenu une arme défensive. Le 7 août 1944, Hitler ordonne une contre-offensive, Opération Lüttich. 4 divisions blindées, dont la première SS Leibstandart et la deuxième SS Das Reich, doivent percer jusqu'à Avranches et couper l'armée de Patton. C'est la dernière chance de l'Allemagne de changer le cours de la guerre en Normandie. Mais sur la colline 317 au-dessus de la ville de Mortain sont assis des observateurs d'artillerie américains du 231e bataillon d'artillerie de campagne. Les lieutenants Charles Bartz et Robert Weiss. Ils ont une radio, et de cette hauteur, ils peuvent voir chaque mouvement sur les routes en contrebas. Lorsque les colonnes allemandes commencent à se déplacer, les observateurs appellent la 2e division d'infanterie, qui exécute jusqu'à 20 missions de temps sur objectif par nuit. 7 bataillons d'artillerie déclenchent un tir coordonné sur des coordonnées préalablement enregistrées. Chaque mission, une dévastation immédiate sur les zones de concentration, les routes d'approche et les postes de commandement. Les survivants allemands décrivaient cela comme des murs solides d'acier incandescent. À l'aube, l'offensive s'était arrêtée. Le maréchal von Kluge a rapporté à Hitler que poursuivre l'attaque était impossible face à une telle supériorité d'artillerie. 700 Américains sur la colline 317, dont la moitié a été tuée ou blessée, ont arrêté 4 divisions blindées. Non pas parce qu'ils étaient plus courageux, mais parce qu'ils avaient une radio et accès à un système que les Allemands ne pouvaient physiquement pas reproduire. Clou numéro 6, la poche de falaise, le couloir de la mort. Août 1944, après l'échec de l'opération Lüttich, les forces allemandes sont piégées. Les Alliés resserrent l'anneau autour de Falaise. La seule route de retraite, un couloir étroit près de la ville de Falaise. Les observateurs américains sont déjà là, sur chaque colline, à chaque route. Le 17 août, des missions documentées de temps sur objectif sur la route Falaise-Argentan à intervalles de 30 minutes toute la journée. Chaque mission, 10 à 15 batteries. Le général Hans Eberbach, commandant les restes du groupe blindé Ouest, rapporte. Le rideau de feu était si dense qu'il était impossible d'amener des réserves ou d'évacuer les blessés. Se déplacer en véhicule signifiait le suicide. La route à travers Falaise est devenue connue comme le couloir de la mort. Les véhicules détruits, les chevaux morts, l'équipement abandonné créaient des embouteillages qui ralentissaient le mouvement et rendaient les colonnes suivantes encore plus vulnérables aux frappes. Au 21 août, lorsque la poche s'est fermée, 50 000 soldats allemands capturés, 10 000 tués. L'artillerie, principale cause des pertes. Clou numéro 7, les Ardennes, quand l'argent s'est épuisé. Décembre 1944, l'offensive des Ardennes, le dernier pari d'Hitler. Les Allemands ont obtenu la surprise tactique. Ils ont percé le front. Il semblait que l'histoire pourrait s'inverser, mais maintenant les Américains avaient une nouvelle arme. La fusée de proximité, la fusée VT. 22 millions de ces fusées ont été produites pendant la guerre. Elles permettaient aux obus d'exploser à une hauteur optimale au-dessus du sol, de 6 à 15 mètres, créant une pluie mortelle d'éclats contre laquelle aucune tranchée ni fossé ne pouvait protéger. Lorsque les obus VT étaient intégrés dans les salves de temps sur objectif, la mortalité augmentait considérablement. Le 19 décembre, près de Dinant, la 2e division blindée SS a été prise par un temps sur objectif d'urgence. 8 bataillons ont calculé les solutions de tir en 4 minutes. Le bataillon de tête de la colonne a été détruit en 60 secondes. Le général Patton a écrit plus tard « Le nouvel obus avec la drôle de fusée a décidé de la bataille de Belgique. Nous avons attrapé un bataillon allemand traversant la rivière Sûre et avons pratiquement anéanti 702 hommes. Les soldats allemands ont commencé à refuser de quitter les bunkers pendant les tirs d'artillerie, non par lâcheté, par calcul rationnel. Les chances de survivre à un temps sur objectif avec des fusées VT étaient pratiquement nulles. Clou numéro 8. L'échec systémique. Pourquoi les Allemands ne pouvaient pas répondre ? Voici ce que les officiers allemands ont progressivement réalisé. Le temps sur objectif n'était pas une innovation tactique, c'était une manifestation de la puissance industrielle et organisationnelle américaine appliquée à la guerre. Ils comprenaient les mathématiques, ils pouvaient calculer les temps de vol.
Mais tout le reste leur manquait. Des munitions standardisées, leurs obus étaient imprévisibles. Des communications fiables, leurs réseaux radio étaient constamment interceptés et brouillés. Du personnel formé. Les Américains ont formé plus de spécialistes de direction de tir en 3 ans que les Allemands en des décennies. Une base industrielle. Les usines américaines produisaient des millions d'obus par mois. Les Allemandes ne pouvaient même pas satisfaire les besoins courants. La plus grande tentative allemande de tir coordonné lors de l'opération Nordwind en janvier 1945 impliquait 8 batteries. La dispersion dans le temps d'arrivée des obus était de 12 secondes, la norme américaine, plus ou moins 3 secondes. Ce n'est pas une différence de technique, c'est une différence de système. Clou numéro 9. L'effondrement psychologique. Quand ce n'est pas le corps qui se brise, mais l'esprit. Les services médicaux allemands documentaient des niveaux sans précédent de ce qu'ils appelaient le traumatisme d'artillerie. Des vétérans qui avaient résisté à des heures de tir soviétiques sur le front de l'Est se brisaient après des bombardements de 30 minutes. Pourquoi ? L'immédiateté supprimait tous les mécanismes psychologiques d'adaptation que les soldats avaient développés au cours des années de guerre. Avec un bombardement traditionnel, il y a un schéma, une montée en puissance, un rythme. Le soldat peut anticiper, se préparer, trouver un abri. Son cerveau a le temps de passer en mode survie. Avec le temps sur objectif, il n'y a pas de montée en puissance, de rythme, d'avertissement. Il n'y a qu'une transition immédiate du silence à l'enfer. Les hôpitaux de campagne allemands signalaient des symptômes uniques chez les soldats qui avaient survécu à de multiples tirs de temps sur objectif. Paralysie provoquée par des sons soudains, incapacité à traiter plusieurs stimuli, anxiété profonde face à la synchronicité elle-même. Contrairement aux chocs d'artillerie traditionnels, qui pouvaient passer après le repos, ces symptômes persistaient même après l'évacuation vers l'arrière. Clou numéro 10. La chaîne de production de la guerre, l'audit final. Résumons. Voici ce qui a réellement vaincu l'armée allemande en Europe occidentale. Pas la supériorité en courage. Les soldats allemands n'étaient pas moins courageux. Pas la supériorité en tactique. La tactique allemande avait été perfectionnée pendant des décennies. Pas la supériorité en équipement. Les chars allemands étaient à bien des égards meilleurs que les Américains. Le système a gagné, le système qui pouvait produire des millions d'obus identiques, former des milliers de spécialistes selon des normes uniformes, connecter des centaines de batteries en un seul réseau, calculer des milliers de solutions de tir en temps réel, livrer des tonnes de munitions quotidiennement, des plages de Normandie aux positions de tir. Ce n'est pas la guerre au sens traditionnel, c'est un processus industriel, c'est une chaîne de production où entrent des données sur la cible et sort une destruction garantie. Les Allemands ont perdu, non pas parce que leurs soldats étaient inférieurs, ils ont perdu parce qu'ils essayaient de vaincre un système avec des hommes. Le verdict ? Le tonnerre qui s'est abattu sur les positions allemandes de 1944 à 1945 a annoncé l'aube d'une nouvelle ère de guerre. Une ère où la victoire appartient à celui qui organise le mieux la puissance industrielle pour résoudre les problèmes militaires, où la coordination compte plus que le courage, où les systèmes battent les soldats, où la précision mathématique est plus forte que la tradition militaire. Fritz Biolin, debout dans son bunker le matin du 25 juillet 1944, a été témoin de la naissance de cette ère. Sa division, l'élite de la Wehrmacht, est devenue la première victime de la nouvelle guerre, pas la dernière. Chaque système d'artillerie moderne, chaque opération militaire coordonnée, chaque approche centrée sur le réseau de la guerre, tout cela découle de ce tonnerre synchronisé que les Américains ont déchaîné sur la Normandie il y a 80 ans. Les soldats allemands ont appris la vérité sous le tonnerre écrasant immédiat de la guerre industrielle américaine. À l'ère des systèmes, l'organisation bat le courage, la coordination bat la tradition et le temps synchronisé conquiert tout. Cette leçon a changé la guerre pour toujours. Si vous avez trouvé cette enquête détaillée précieuse, abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires nous attendent sur la façon dont les systèmes battent les hommes, comment les mathématiques réécrivent l'histoire et comment la technologie change les règles du jeu. À bientôt dans le prochain épisode, et rappelez-vous, la guerre n'est pas seulement du courage, la guerre, ce sont des systèmes.